Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonne et heureuse année 2017 à toutes et à tous. Sur ce plateau, l'ancien ministre de l'Intérieur, Cheikh Saad Fall, ancien ambassadeur du Sénégal à Rome. Il est membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Antoine. Le débat aujourd'hui est relatif à l'augmentation du nombre de députés. De 150, on est passé à 165. Il y a un camp du oui et un camp du non. Votre opinion là-dessus? Mon opinion, c'est que je voudrais d'abord commencer par vous remercier de votre invitation et ensuite souhaiter à tous les Sénégalais vivant sur notre territoire et aux étrangers qui y vivent mes meilleurs voeux de bonnes et heureuses années. J'espère que cette année sera pour eux une année de bonheur, de tranquillité, surtout par rapport aux nombreux problèmes de sécurité que nous rencontrons. J'espère que nous aurons l'occasion d'en parler au cours de cette émission. Tout à fait. Par rapport à votre question concernant l'augmentation du nombre de députés, nous sommes tout à fait contre. Contre l'augmentation du nombre de députés. Contre l'augmentation du nombre de députés. Parce que, vous savez, Antoine, on est un pays, dans un pays où le gouvernement fait souvent de la surenchère. Compte tenu des difficultés énormes que vivent les Sénégalais, difficultés de la vie quotidienne, par rapport à la cherté des produits aujourd'hui. Tout le monde sait que les produits de première nécessité comme l'huile et le sucre aujourd'hui flambent sur le marché. Compte tenu des difficultés que nous avons avec l'éducation, tout le monde sait que le gouvernement aujourd'hui peine à trouver ou en tout cas ne fait pas les efforts nécessaires pour régler les questions de revendication des enseignants par rapport à certaines indemnités. Quand on voit ce qui se passe dans la santé, quand on voit ce qu'il y a comme problème au niveau des jeunes avec le manque d'emploi, le sous-emploi, la perte d'emploi, ce qui est important parce que souvent on parle de création d'emplois mais on ne parle pas de perte d'emploi due à une économie qui ne marche pas et où des entreprises ferment. Donc par rapport à tout ça, je pense que c'est inopportun aujourd'hui vraiment d'augmenter le nombre de députés. Déjà, nous avons vu pour des raisons de politique politicienne créer un machin pour M. Djiboka qui a rallié le pouvoir. Il fallait lui trouver la commission de dialogue du territoire. La commission de dialogue, ce machin. Et ensuite, il y a eu la création récemment du Haut Conseil des collectivités locales qu'on a donné à Tanor. Tout ça, c'est des charges extrêmement importantes. Et jusqu'à présent, on ne peut pas vous dire quelle est l'efficacité de ces structures. Alors ça pose un problème. Ça pose un problème. Il y a une priorité par rapport à certaines dépenses que l'État devrait faire, qui devraient être beaucoup plus sages par rapport à ça. Alors aujourd'hui, on nous parle de l'augmentation du nombre des députés. Ça va être des charges supplémentaires. Des charges supplémentaires. Et on dit 20%. 20%. Vous dites que ça va poser un problème. Mais on peut vous rétorquer, Monsieur le ministre, que quand vous étiez au pouvoir, vous aviez augmenté le nombre de députés de 140 à 150, non? Oui, mais d'accord, on l'avait fait à l'époque. Qu'est-ce qui avait justement motivé nous ne sommes pas contre façon de faire l'octroi de députés aux Sénégalais qui vivent à l'extérieur. Ces gens-là, c'est des gens qui participent à la formation de notre produit national brut. Plus de 900 milliards de francs qu'ils injectent directement dans l'économie sénégalaise. C'est un nombre important, 2 millions de personnes, donc presque plus qu'un département aujourd'hui au niveau du Sénégal. Ces gens-là méritent effectivement d'être représentés au niveau de nos institutions pour faire valoir leurs droits, mais aussi participer au débat national et au développement économique et social de ce pays. Nous sommes donc tout à fait d'accord pour que effectivement ces gens-là, ces Sénégalais et Sénégalais soient représentés au Parlement. Ce que nous disons, c'est compte tenu des difficultés que nous vivons, compte tenu des difficultés financières que nous vivons, vraiment, nous pensons qu'il est malvenu, effectivement, pour l'État, pour le gouvernement, aujourd'hui, de créer des structures comme ça, qui sont des structures extrêmement budgétivores et dont l'efficacité n'est pas prouvée. Voilà le problème. On avait pensé à 10 députés sur les 150 déjà existants. Aujourd'hui, on en est à 15. Êtes-vous de ceux qui sont surpris par cette démarche de l'État? On n'est jamais surpris par ce que fait le gouvernement parce qu'il nous a habitués à ce genre de pratique. Je ne vais pas commencer par le mandat présidentiel qui devait être de 5 ans, qu'on a finalement rallongé à 7 ans. Mais le gouvernement nous a habitués à ça parce que lors de la dernière rencontre que nous avons eue avec le président de la République au palais de la République, il était convenu qu'effectivement, nous étions d'accord d'ailleurs là-dessus, qu'il fallait augmenter de 10 le nombre de députés. Alors, quelle a été notre surprise arrivée à l'Assemblée nationale
et qu'on nous présente une liste de 15 députés. Mais quel que soit le nombre de députés, même si on en fait 20 ou 30 pour les Sénégalais de l'extérieur, je pense qu'ils le méritent. Mais le problème, c'est effectivement de ne pas augmenter les charges aujourd'hui d'une institution. Il fallait puiser dans les 150 Il fallait puiser existants. dans les 150 existants et les affecter aux Sénégalais de l'extérieur, au lieu de créer des charges supplémentaires. Parce que ces gens-là auront besoin d'une voiture, ils auront besoin, comme tous les autres députés, ils seront pris en charge par l'Assemblée nationale, le salaire et les déplacements supplémentaires, parce que comme ils sont à l'extérieur, il faudra aussi leur payer tenir compte de tout ça. Tenir compte de tout ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un problème au niveau de la gestion des fonds de l'État qui font qu'effectivement, bon, mais nous pensons que... Au-delà de l'augmentation du nombre de députés, le PDS dénonce aussi le mode de répartition par rapport aux 8 départements, disons, existants de la diaspora. Qu'est-ce qui est dérangeant dans ça? Mais ce qui est dérangeant, c'est que, bon, comme l'a expliqué notre frère et ami le secrétaire général national adjoint Omar Sarr, c'est que la répartition se fait au niveau national sur la base, effectivement, du nombre d'habitants. Et au niveau de la diaspora, on a choisi de le faire selon le critère du nombre d'inscrits, ce qui crée un total déphasage entre les deux processus. Alors que nous pensons que nous devions être vers un processus qui soit unifié, qui permette un choix non pas conforme, que ce soit au plan national comme au plan externe, conforme à ce que le Code électoral et la Constitution dit. Or, nous voyons maintenant que pour des raisons électoralistes, et pour quel dessein, on ne sait jamais, le gouvernement a mis en place ce système qui ne nous paraît pas conforme. Et vous allez attaquer justement cette loi au niveau du Conseil constitutionnel, avec l'espoir d'obtenir gain de cause? Mais bien sûr, quand on ne pose jamais un acte, nous, sans avoir au moins l'espoir d'aboutir effectivement à quelque chose de concret pour l'intérêt du pays et pour l'intérêt de la démocratie au Sénégal. Et c'est pour ça que nous avons discuté d'abord avec nos conseils pour voir effectivement quelle est la démarche, quelle est la conduite à tenir par rapport à ce que nous considérons comme une forfaiture pour pouvoir effectivement faire en sorte que... Parce que nous sommes un pays majeur en termes de démocratie. Donc il est normal que des règles, qui soient des règles transparentes, des règles claires, acceptables par tout le monde, sur la base d'un consensus, soient vraiment le credo pour aller vers des élections. Quand ce n'est pas le cas, ça pose problème. Et malheureusement, c'est la pratique de ce gouvernement qui nous a habitués à ce genre de simagrée et d'entre le peine. Vous parlez de consensus. Vous parlez de consensus. On parle de rupture de dialogue entre l'opposition et le pouvoir par rapport au processus électoral. À quoi cela peut mener, Monsieur le ministre? Écoutez, nous, en tout cas, tant que nous aurons la possibilité, et c'est ce que nous allons faire, pour faire en sorte que les élections prochaines, que ce soit les élections législatives comme l'élection présidentielle, se déroulent dans de bonnes conditions, dans la transparence et la démocratie. Même si vous n'êtes pas d'accord sur la question du fichier électoral, la refonte? Nous allons revendiquer jusqu'au bout. Nous allons utiliser Est-ce que ce n'est pas un peu trop tard? Parce que la loi est passée à l'Assemblée nationale. Oui, la loi est passée au niveau de l'Assemblée nationale, mais on peut l'attaquer pour inconstitutionnalité et demander à ce que cette loi-là soit rapportée. Donc nous allons suivre cette voie-là pour faire en sorte, si ce n'est pas fait, bon, nous prendrons acte, mais nous prendrons aussi toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que, éviter effectivement au Sénégal le scénario vraiment minable de voir notre démocratie sombrer dans des problèmes de calcul politique au lieu effectivement de le faire. Ça fait la deuxième fois que nous organisons des élections présidentielles et législatives et rien ne s'est passé. Tout s'est fait dans la démocratie. Alors pourquoi pas cette fois-ci? Or, ce que nous voyons aujourd'hui, à commencer par le ministre lui-même qui est à la tête de ces opérations, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que effectivement, on ressent une volonté réelle du pouvoir, peut-être même de faire reculer la date des élections législatives. Vous le soupçonnez réellement? Mais bien sûr que nous le soupçonnons. Les actes Pourquoi? qui ont été posés, quels sont les éléments qui vous le font dire, qui vous font dire qu'il y a une volonté rien que le processus qui a été de reporter les élections, comment on appelle ça, d'inscription sur les listes électorales. On nous avait promis en disant que tout était prêt, fin prêt, que ils allaient mettre des commissions partout pour que cela fonctionne bien. Et en un délai bien, comment dirais-je, arrêté, bon, les Sénégalais qui désiraient s'inscrire sur les listes électorales auraient eu la possibilité de le faire. Or, nous sentons aujourd'hui, et d'ailleurs eux-mêmes le reconnaissent, que rien ne marche dans ce processus-là. Très bien. Rien ne marche, c'est votre opinion. Vous êtes c'est une opinion partagée par même les membres de la majorité présidentielle. D'accord. Mais alors, vous êtes ancien ministre de l'Intérieur. L'opposition ne veut pas que Abdoulaye Daouda Diallo organise les élections. Vous pensez que c'est un réel débat ou bien c'est un faux débat quelque part
que l'essentiel se trouve ailleurs, puisque vous avez eu quand même à être organisateur d'élections. Oui, je veux dire que par là, sincèrement, que tout dépend. Ce n'est pas en fait la personne du ministre lui-même qui est en cause. C'est quoi alors? C'est les actes qu'il a posés. Vous avez pu remarquer que lors des dernières élections, il a eu à intervenir avant que, comment dirais-je, les élections soient proclamées par qui de droit, c'est-à-dire par la Commission nationale, en donnant des résultats où on a vu, dans un pays comme le Sénégal, un ministre de l'Intérieur donner les résultats avant la Commission. Ça ne s'est pas fait. Si ce n'était pas ça, on peut l'accepter. Oui. Non, mais je termine. Et ensuite, le nombre de bureaux qu'il a donné par rapport à ses propres chiffres n'avait rien à voir avec le nombre de bureaux qui ont été effectivement donnés lors des résultats proclamés par la Commission, par cette même Commission. Donc, c'est un acte de suspicion légitime que de penser que M. le ministre a quand même un penchant plutôt partisan. Et dans ce contexte-là, comme nous l'avons fait, d'ailleurs, lors des dernières élections que nous avons organisées, nous avons choisi une personne indépendante qui non seulement était indépendante, mais un expert en la matière, Cheikh Gueye, qui a effectivement piloté les élections jusqu'à notre défaite. Oui, mais c'était quand même vers la fin de votre mandat, on peut le dire. Mais nous l'avons fait. C'est encore mieux d'ailleurs, que ce soit vers la fin de notre mandat. Parce que si nous avions l'intention de tricher ou de faire quoi que ce soit, nous ne l'aurions pas choisi. Vous pensez qu'on peut tricher maintenant avec les élections au Sénégal? C'est très difficile. C'est très difficile. Alors, autant laisser le ministre à sa place. Écoutez, moi personnellement, on se connaît, je sais que c'est un garçon qui est bien, mais écoutez, c'est lui qui a posé les actes qui font aujourd'hui que les gens ont des doutes par rapport à sa, effectivement, au caractère impartial de ce que devrait être un ministre de l'Intérieur par rapport à... Deux petites questions par rapport à la diplomatie, puisque vous avez été ambassadeur du Sénégal à Rome, je le disais tout à l'heure en introduction. La Gambie, l'évolution des choses. La Gambie, c'est un dossier extrêmement difficile. Comment le Sénégal doit gérer ça? Le Sénégal doit le gérer avec beaucoup de sagesse, beaucoup de lucidité et beaucoup, effectivement, de diplomatie. Parce que, vous savez, la situation de la Gambie, qui est un pays à l'intérieur de notre pays, qui est dans une zone qui est une zone extrêmement difficile, avec la Casamance à côté, la Guinée-Bissau, je crois que personne n'a intérêt aujourd'hui qu'il y ait une déflagration qui remettrait en cause l'équilibre au niveau de la sécurité dans cette région-là. Très bien. Donc, mais il faut tenir compte d'un fait, c'est que Yaya Jammeh lui-même a organisé les élections en Gambie. Il a choisi son mode de scrutin, il a choisi même la méthode avec laquelle ces élections-là allaient se dérouler en choisissant des billes, ce qui me paraît un peu dehors. Mais en fait, quoi qu'il en soit, il a été battu. Lui-même a reconnu qu'il a été battu. Mais aujourd'hui, toute la communauté internationale, la CEDEAO, le Conseil de sécurité, l'Union africaine, et même les membres de la Oumma islamique, puisqu'il se proclame lui-même comme étant un État islamique, lui ont demandé de céder le pouvoir, ce qu'il refuse. Or, dans cette situation-là, qu'est-ce qui risque de se passer? Bon, les gens qui avaient voté pour Barrow risquent aussi de se rebeller. Yaya Jammeh persiste dans son attitude de ne pas quitter le pouvoir. Et est-ce que le Sénégal peut rester dans ces cas-là, comme ça, les bras ballants et sans rien faire? Voilà. Maintenant, sur le choix de la méthode, je crois que ce que nous devons faire en premier lieu, c'est essayer de négocier. Parce qu'il y a eu des études aussi par rapport à notre diplomatie et par rapport à certaines mêmes organisations des droits de l'homme qui ont peut-être fait prendre peur à Yaya Jammeh en disant qu'il fallait le mener vers le tribunal pénal international, ceci l'empêchait d'aller à Kanila et ça. Je crois que c'est ça peut-être qui a contribué à ce que ce gars-là se dise, bon, ben, écoute, si je quitte le pouvoir, je vais me faire lyncher, alors donc je préfère moi rester ici, mourir public que d'y aller. Mais je pense que comme le dialogue n'est pas encore rompu et qu'il reste encore quelques jours pour cela, nous devons forcer dans ce domaine-là. Mais arriver, comment dirais-je, au point de non-retour, parce que là, nous en sommes à la cote d'alerte. Si on arrive au point de non-retour, je crois que le Sénégal est un pays qui ne peut pas prendre ses responsabilités par rapport à cette situation. C'est au gouvernement de décider la méthode qu'il faudra choisir. Justement, Sénégal-Israël, rapidement en 5 secondes, vous soutenez le gouvernement du Sénégal? Oui, tout à fait. Dans cette crise qui l'oppose à Israël? Tout à fait. Sur le principe, oui. Que le gouvernement du Sénégal refuse le chantage du gouvernement israélien, je suis tout à fait d'accord. Que le gouvernement du Sénégal ait voté cette résolution qui demande à Israël de ne pas coloniser les terres appartenant aux Palestiniens, je suis tout à fait d'accord. Par contre, je dis que
une diplomatie doit avoir une ligne, on ne peut pas faire 2 poids, 2 mesures. Très bien. Nous avons refusé aux Israéliens cela, nous ne devons pas l'admettre, par exemple, aux Turcs, qui aujourd'hui nous ont menacés, n'est-ce pas, d'arrêter leur coopération technique et économique si aujourd'hui on ne ferme pas ou maintenant on ne change pas la direction de l'école Yahou Selem. Et je pense que ça aussi c'est un problème de souveraineté que le Sénégal devra effectivement faire valoir parce que nous ne négocions pas, comme je l'ai dit dès le début, notre souveraineté par rapport à ce genre de pratique. Ancien ministre de l'Intérieur, avez-vous l'impression qu'il y a insécurité dans le pays, comme on le dit? Tout à fait. L'insécurité. Est-ce que les bonnes mesures ont été prises? L'insécurité ne date pas d'aujourd'hui. Je ne sais pas si les bonnes mesures ont été prises ou pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à un phénomène qui, au départ, était considéré comme un épiphénomène, mais qui commence à prendre de l'ampleur et une ampleur qui commence à inquiéter sérieusement par l'atrocité des méthodes qui sont utilisées par ces meurtriers-là. Le gouvernement a un devoir de sécurité par rapport à ses citoyens. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons mettre l'accent sur effectivement les moyens à donner à nos forces de sécurité, à les équiper et à augmenter le nombre. Et le nombre de commissariats et de gendarmeries qui sont dans les localités. C'est que le président Macky Sall d'ailleurs a dit dans son discours. Donc la prévention doit effectivement primer dans ce domaine-là. Et tout ce qui est fait dans le gouvernement de ce côté-là, nous ne faisons que l'encourager. Mais nous pensons qu'il peut aller encore beaucoup plus loin. Par exemple, dans certaines cités, comme dans certaines villes. Aujourd'hui, si on me remettait ce que nous avions programmé nous de faire, le système de l'îlotage en permettant à des policiers d'avoir une surveillance assez régulière sur un territoire donné, je pense que ça pourrait augmenter à dissuader les gens, les malfaiteurs, à accomplir leurs actes. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté cette invitation. C'était l'ancien ministre de l'Intérieur, Cheikh Sadibou Fall, ancien ambassadeur du Sénégal à Rome, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. C'est fini pour ce soir. Demain, ce sera avec Mamoudou Ibra Kane. Excellente soirée à toutes et à tous.